Bon, alors aujourd'hui, je suis avec Raphaël Defoucault qui va nous parler de son jeu 2 minutes de bonheur ensemble que vous retrouverez sur la plateforme toutpourlesaidants.com. Je vous mettrai en commentaire le lien URL vers la page du jeu en question. Mais je trouvais très très intéressant que vous ayez effectivement cette interview de Raphaël et ses réponses à ses questions, sa motivation, ce qui l'a poussé en fait à créer ce jeu. C'est toujours très très inspirant, je pense, et en l'occurrence, Raphaël est une personnalité très inspirante. Oh. Donc voilà. Alors, Raphaël... Je vais essayer d'être à la hauteur, Sandrine. Mais oui, tu le seras. Alors Raphaël, déjà, voilà, si tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr. Donc, je suis Raphaël Defoucault, je suis thérapeute et praticienne en psychologie positive. Et du coup, en fait, j'ai à cœur de mettre à la disposition de tous des outils pour prendre le temps d'être heureux. Et dans les relations intergénérationnelles, dans toutes ces relations autour des seniors, il y a quelque chose de merveilleux à faire autour de l'échange, du partage, de la transmission. Et ça, c'est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. Oui, parce que c'est vrai que tu proposes des jeux pour tout un tas en fait de situations et d'expériences dans le cadre de sa vie, en fait, hein, de l'enfant jusqu'à effectivement les seniors. Et là, c'est vrai que dans ce qui nous amène ensemble, c'est ce jeu 2 minutes de bonheur ensemble qui est sur le principe de la communication intergénérationnelle. Exactement, c'est un jeu de conversation. En fait, tout ça, ça s'inscrit, comme tu le disais très bien, dans un concept qui s'appelle 2 minutes de bonheur. Et dans 2 minutes de bonheur, il y a ces jeux de conversation, dont 2 minutes de bonheur ensemble, qui est celui donc intergénérationnel, qui nous rassemble aujourd'hui. Mais il y en a un pour les couples, il y en a un pour la famille. Puis il y a un podcast aussi qui s'appelle Bulle de bonheur, et qu'on peut retrouver très facilement avec sa petite pastille orange. Et ensuite, pour finir, j'ai envie d'aller plus loin, donc j'ai des coffrets d'accompagnement qui permettent de pouvoir accompagner les moments de transition de vie. Donc un peu ces moments clés où tout change. Donc il y a le fait d'être en couple, il y a le fait d'avoir un enfant, donc le postpartum, et puis la retraite sont les 3 sujets qui sont aujourd'hui traités. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce type de jeu ? Qu'est-ce que tu faisais ? Parce que t'as pas toujours fait ça. Tu faisais quoi avant, du coup ? Et en fait, en tant que thérapeute, toutes les personnes que j'accompagnais, je me suis rendu compte qu'elles venaient me voir toujours avec la même question, qu'ils avaient des problèmes de communication. Alors, je me suis dit, en fait, si on apprend à communiquer un peu plus tôt, peut-être que on aurait moins besoin de me voir. Donc, en fait, je suis partie de cette idée-là. Donc ça a été ma première constatation. La deuxième, dont je me suis rendu compte, c'est que aujourd'hui, on est happé dans un quotidien qui est véritablement extrêmement dense, où finalement, on est sans arrêt en train de courir après le temps, et on s'occupe majoritairement de sa famille, ses enfants, évidemment, de ses amis, de son boulot, de la gestion de la maison, et parfois, on oublie de vivre des moments de qualité avec ceux qui nous entourent. Et du coup, une des raisons pour lesquelles j'ai créé ces jeux de conversation qui dure juste 2 minutes, donc vraiment pas beaucoup de temps. Et troisième point, et qui a été, je crois, sans doute aussi le moteur de la création du concept de 2 minutes de bonheur, c'est une étude qui a été faite à Harvard. Et puis j'ai habité aux États-Unis, donc en fait ça me parle vraiment. Pendant 75 ans, ils ont observé une population type de personnes qui étaient très favorisées et d'autres moins, et ils ont regardé leur niveau de bonheur. Donc ils les ont interrogés, ils ont répondu à des questionnaires, ils ont vu des médecins, et au bout de 65 ans, ils ont fait un stop et ils ont observé. Et qui était heureux ? Et en fait, les gens les plus heureux, c'est absolument pas ceux qu'on imaginait au départ. C'est-à-dire ceux qui sortaient d'Harvard avec donc un magnifique diplôme, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des belles voitures, etc., qui réussissent véritablement dans la vie, et que finalement, ceux qui étaient heureux, c'est ceux qui avaient des liens de qualité avec leur entourage. Et ça, moi, ça m'a percuté en me disant, mais ce lien humain, il est juste fondamental. C'est celui-là dont on a besoin de s'occuper. C'est celui-là dont on a besoin de prendre soin. Et ça, d'où la création de ces jeux. Et c'est d'autant plus important parce que là, on parle justement d'un profil de personne pour lequel on le sait, qui se sentent isolés, effectivement, et seuls, et qui ont en fait ce sentiment de manque en fait de lien social. Exactement. Et je trouve que dans toute la population de nos aînés, je trouve qu'il y a des choses qui sont passionnantes parce que il y a aussi une transmission qui a juste besoin d'être faite. Quoi qu'il arrive, c'est vrai. J'aime bien cette expression qui dit l'expérience ne se transmet pas. C'est vrai. Mais par contre, tout ce qui s'est passé dans sa vie, ses réflexions,
je trouve que ça peut véritablement apporter des éclairages quand on a des décisions à prendre, de savoir comment est-ce que ces aînés ont vu les choses, comment ils les voient, parce qu'ils ont un recul qu'on n'a pas forcément quand on a la tête dans le guidon. Donc ça, je trouve que c'est très très intéressant. Et puis, les jeunes ont énormément besoin d'apprendre aussi aux aînés de leur manière de vivre, et ces échanges-là, en fait, c'est ce que je favorise avec les cartes, ces échanges-là, c'est ça qui va venir créer le lien. Oui, donc du coup, je rebondis. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit également, c'est qu'au sein des familles, on a aussi tendance à percevoir son proche ou son parent sous un certain angle parce qu'on l'a connu en tant que, il prenait soin de nous, etc. Avec l'avancée en âge, on a aussi une perception en fait de leur personnalité, mais il y a tout un tas de sujets pour lesquels on n'a jamais eu l'occasion de les découvrir. Et c'est ça que je trouvais intéressant en fait dans ton jeu, c'est que ça permet justement de libérer la parole sur des aspects de leur vie qu'on n'a pas toujours eu l'occasion de discuter ensemble et voilà. Donc toi en fait sur le principe de tes jeux, c'est pour bien faire comprendre en fait c'est 2 minutes, mais c'est une carte où on va ouvrir en fait sur un sujet en particulier et on laisse la personne parler pendant 2 minutes. C'est exactement. Alors plus exactement, la richesse du jeu, c'est on tire une carte. Je les ai prises là pour que d'abord on va en tirer, voilà, exactement. Et puis et l'idée c'est on lit la question. Donc, par exemple, celle-là, je raconte une anecdote qui me fait encore rire. Et l'idée, c'est que chacun réponde à cette question-là. On va prendre, donc, il y a plein de domaines. En ce moment, une tenue qui me rend beau ou belle. Ouais. Donc, en fait, on va parler à la fois de ses souvenirs, on va parler de son quotidien, là, comme celle-là sur la tenue, on va parler de ses aspirations, de ses émotions, de tous les sens, parce que j'aime faire parler les sens. Et on va travailler tout le pan de l'imaginaire. Parce que quelque chose que je trouve fondamental, on peut avoir 98 ans, 101 ans, 120 ans. On est, chaque jour, on va un peu plus vers le jour de sa disparition, ça c'est clair, ou de son départ. Maintenant, une chose est sûre, c'est que l'imaginaire, même sur son lit de mort, l'imaginaire a sa place. Donc, il y a vraiment des questions qui sont basées sur l'imaginaire, genre, si j'imagine voyager, où est-ce que j'irais et du coup, ça c'est juste hyper important. Donc travailler vraiment tous ces pans et permettre à chacun de répondre à la question. Et là où je rebondis sur ce que tu disais, ça c'est notre cerveau est fait comme ça, surtout dans le cadre familial, mais on parlera aussi, le jeu il a des étendues bien plus importantes que le cadre familial. Dans le cadre familial, ou même d'ailleurs dans le travail, on a de temps en temps des autoroutes qui se font dans notre cerveau en disant un tel est comme ça. Et ce qui fait que je mets les personnes un peu dans des boîtes et on se dit, elle va raisonner comme ça ou elle pense ça, en oubliant que c'est pas forcément vrai. Alors qu'on ait ces autoroutes neuronaux, on en a besoin. Parce que si tous les soirs, quand je prends ma brosse à dents, je me demande à quoi sert ma brosse à dents, ça va poser problème. Donc en fait, ce sont des raccourcis que fait le cerveau pour justement pouvoir aller plus vite et être plus efficace. Maintenant, dans la relation humaine, on a tendance à faire la même chose, qui pour certaines choses, c'est pas mal, mais dans beaucoup de cas, c'est un peu dommage. Parce qu'on oublie la curiosité qu'on a besoin d'avoir vis-à-vis de la personne qu'on a en face de soi. Et que finalement, l'autre est un étranger. L'autre est différent de moi. Donc je travaille aussi dans les couples, mais c'est vrai aussi pour les couples qui vivent depuis 40 ans. Ensemble, tous les matins, posez-vous la question, qu'est-ce que mon conjoint va m'apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir chez lui aujourd'hui? Gardez cette curiosité de l'autre. Et elle est juste fondamentale. Mais pour arriver à être curieux de l'autre, on a besoin d'être ce que j'appelle moi en souplesse relationnelle. Et la souplesse relationnelle, elle vient avec justement l'émergence d'émotions positives. Et en fait, c'est ce que je vais faire ressortir à travers le jeu. Donc, il est basé sur la psychologie positive. Et donc, toutes les cartes ont été conçues sur la psychologie positive pour faire émerger des émotions positives. Et c'est ces émotions positives, en fait, qui vont permettre la création de liens et renforcer ce lien social qui est tellement important. Et donc la psychologie positive, donc ça c'est ton truc, c'est ton dada en tant que thérapeute effectivement. Et du coup comment t'arrives, parce que là on voit quand même le jeu il est en plus composé de tout un tas de questions, donc il y a quand même de quoi effectivement faire tourner le dialogue dans tout un tas d'orientations possibles. Mais comment ça devient en fait les questions Alors je me suis inspirée de pas mal de choses déjà, toutes les études autour du bonheur parce que je les trouve extrêmement intéressantes parce que
être heureux, on peut y être de plein de formes différentes. Donc là, je me suis beaucoup inspirée de ça. Et en fait, chaque question, je dis souvent que c'est un petit peu comme un iceberg. Donc les questions, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc ça paraît simple, pas bien compliqué à répondre, mais derrière, on va travailler tous les fondements de la relation. Et donc, c'est des réflexions de la part des gens qui utilisent le jeu, qui me disent, mais mine de rien, c'est incroyable. J'ai parlé de choses, je pensais pas que j'en reparlerais un jour dans ma vie. Mais c'est là-dessus que je voulais mettre le doigt, parce que du coup, toi, avec effectivement ton expérience de thérapeute, et toi, tu sais, en fait, où chaque carte va amener en fait les gens. Le réel avantage en fait de ce jeu de cartes, c'est qu'effectivement, quand on y joue, on n'a pas cette sensation en fait de faire une thérapie. Enfin, c'est pas l'objectif. Au contraire, c'est d'apporter du mieux, mais effectivement par le biais du psychologique. Mais ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, et il y a en fait tous les bénéfices et les bienfaits, mais sans avoir en fait ce travail derrière. Exactement. Parce qu'on n'est pas toujours en plus sensible ou appétent en fait à la psychologie, mais voilà, on sait bien que dans le cadre en l'occurrence de personnes âgées en plus qui peuvent avoir en plus perdu peut-être d'ailleurs le principe de la communication et d'exprimer leurs besoins ou leurs ressentis, il y a besoin effectivement de stimuler cet échange-là. Complètement. Et puis on va aller puiser dans ses souvenirs, on va puiser dans ses valeurs, on va aller réémerger, de faire réémerger plein de choses, et puis surtout ces sensations extrêmement positives, et du coup qu'on peut utiliser un petit peu n'importe quand. J'ai le souvenir, alors ça c'est une anecdote personnelle, j'étais allée voir à l'hôpital un homme qui était en fin de vie, et puis j'avais apporté un jeu, et on a joué. Et je me rappelle encore de la question, c'était un film culte, je nomme mon film culte. Et on s'est mis à parler un peu cinéma, sur ce qu'ils aimaient. Donc en fait, on a discuté pendant pas mal de temps là-dessus. Et en fait, c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Et ça fait pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai avec cette personne-là. Pour dire combien ça touche, combien le fait de faire émerger ces émotions positives, c'est ça qui crée le lien, c'est ça qui crée l'attachement, qui crée la complicité. Puis c'est ça la complicité, et je pense que tu as senti une connexion vraiment particulière à ce moment-là en fait. C'était vraiment avec toi qui partageais ce... Exactement. Ça peut être dans un autre cas familial que j'ai pu observer dans toutes les phases de test qu'on a faites, des grands-parents qui jouaient avec leurs petits-enfants, et puis donc il y avait donc grands-parents, parents et petits-enfants qui jouaient ensemble, et c'est extrêmement amusant parce que le parent, il apprenait des choses et de son parent et de son enfant. Il me dit, ah bon, c'était sur une des questions qui fait toujours beaucoup rire, c'est une des plus grosses bêtises que j'ai faites. Et en fait, chacun apprenait de l'autre. Alors les parents avaient les yeux les gros comme des soucoupes, non mais t'as fait ça. Et puis parlant de son propre parent à lui en disant, mais non mais c'est incroyable, je connaissais même pas cette anecdote. Donc ça, c'est plein de petites choses qui sont extrêmement belles, qui font et puis qui créent une connivence. Une autre anecdote que je pourrais raconter, que j'ai trouvée aussi très touchante, ça s'est passé à Bordeaux dans une société d'aide à la personne où ils utilisent le jeu, donc toutes les auxiliaires de vie utilisent le jeu auprès de leurs bénéficiaires. Ce bénéficiaire est mort et les enfants étaient extrêmement contents du travail de cette entreprise. Et du coup, ils ont décidé de rassembler toutes les auxiliaires de vie qui étaient venus au chevet de leur père pour s'occuper de lui, pour les remercier. Et chacun des auxiliaires de vie a raconté une anecdote tirée des cartes du jeu aux enfants. Les enfants pleuraient tous. Et on dit, mais vous savez des choses de notre père qu'on ne connaissait pas. Voilà, j'en ai encore les poils à rien que de le raconter parce que j'ai trouvé que cette anecdote était juste incroyable de richesse, d'humanité. Et ça, je trouve que c'est tellement important. C'est vraiment fondamental en fait, d'essayer de créer ce lien. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est pas un jeu auquel on joue uniquement à deux. En fait, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table pendant des réunions de famille, qu'on peut utiliser effectivement, comme tu dis. Et c'est l'objectif en fait de ton jeu, d'utiliser avec les petits enfants, les grands-parents, arrière-grands-parents possiblement. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut effectivement. Mais pour une famille qui n'a pas l'habitude de jouer. Parce qu'il y a des familles qui ont effectivement toujours ce qu'on appelle les board games, c'est les jeux de plateau, etc., ou les jeux de cartes. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué en fait à ce type de jeu, est-ce que tu aurais
je sais pas, un petit conseil en fait, ou une façon d'aborder en fait ce jeu-là quand c'est pas inné en fait, quand c'est pas naturel. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, on dit à la personne quand elle n'a pas envie de jouer, on dit ah non, les jeux j'aime pas. Je le vois bien. D'ailleurs, je fais même les gestes des reculs, ils sont comme ça. Je dis bah attendez, on tire juste une carte et puis on teste. Et en général, c'est bingo. Oui. Ça marche super bien. Oui, parce que la carte, elle est là juste comme un moyen, en fait. Exactement, de lancer la conversation. comme un espèce de brise-glace. Ouais. Elle est là, c'est un lanceur de discussion, un lanceur de conversation. Pareil, je pourrais raconter une autre anecdote d'une personne qui allait visiter des personnes isolées. Et du coup, le jeu est un super outil parce que d'abord, la personne, le bénévole qui y va, il est moins inquiet. Et puis, donc, elle arrive, c'est un homme encore là. Et du coup, elle dit, on va jouer. Ah, j'ai horreur des jeux. Voilà. Alors, elle dit, écoutez, s'il vous plaît, faites juste une petite carte. Pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir, départ. quoi. Voilà, ça peut, ouais. Et puis, il tire une carte, il répond à la question, et puis, en partant, il lui dit, merci d'être venu, mais vous revenez avec le jeu la prochaine fois. Voilà. Hein. Et la semaine suivante, elle est revenue avec le jeu, ils ont joué. Puis, à la fin, il a dit, maintenant, moi, j'ai joué à votre jeu, et moi, j'aimerais vous poser une question. À mon tour de vous poser une question. J'aimerais savoir comment est-ce que je peux parler de ma mort à mes enfants. Là, c'est pareil. Moi, ça m'a bouleversée. C'est génial. Ouais. Parce que je me suis dit, là, véritablement, cet homme... Il a ouvert une porte, en fait. Ça a ouvert un chemin vers la communication qui devait, mais en plus, vraiment lui faire du mal, quoi. Ouais. C'est, intérieurement, ça devait quand même quelque chose qui le stressait, Exactement. Ouais. Et en fait, il s'est... ouvert et il a pu justement, du coup, il y a une complicité, une proximité qui s'est créée entre ces deux personnes incroyable. Ouais. Je pourrais raconter aussi d'autres anecdotes auprès de personnes malades, d'une personne qui cérébrolésée, qui était très très agressive. Et le centre dans lequel il était, ils avaient énormément de mal à s'occuper de lui parce que il y avait cette agressivité qui était là, dont ils n'arrivaient pas à se sortir. Et ils ont sorti le jeu. Et là, cet homme-là, il s'est ouvert comme une fleur. D'accord. Son comportement a changé du tout au tout grâce à quelques cartes qui ont été faites. Et comment il a interagi justement avec ce jeu Eh ben, au départ, un peu difficilement. Et puis finalement, en fait, il avait encore accès au langage, mais plus difficilement. Du coup, il l'a accepté. La personne qui l'écoutait a accepté sa difficulté de langage, donc l'a accueilli comme il était. Ça, c'est une chose qui est très importante dans le jeu, c'est que chacun est d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Donc, quand on est le jeune de 25 ans qui discute avec celui qui en a 75, on est au même niveau. C'est ça qui va créer le lien. On est un auxiliaire de vie, on est un bénéficiaire, on est au même niveau puisqu'on répond chacun à la question. On est cérébrolésé, on est une infirmière. On va se mettre au même niveau, on va répondre chacun à la question. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi, je pense, un principe, en fait, on entend beaucoup que les personnes âgées ont tendance à avoir un manque d'estime de soi. Est-ce que tu penses que ce type de jeu peut justement aider en fait chacun à reconstruire une forme d'estime dans le sens où l'attention qu'on va lui porter et l'importance qu'on va porter à son expérience, à ses émotions peut lui permettre de se ressentir en fait peut-être un peu plus important ou en tout cas de réexister d'une certaine manière un peu différemment. Bien sûr. Ce sentiment d'inutilité, il est juste à combattre. Ça me paraît être quelque chose qui est juste tellement important. Remettre la place des seniors dans notre monde, qui aujourd'hui est un peu trop oublié, où on met vraiment tout le monde un petit peu en silo. Donc ça, je trouve que c'est véritablement dommage. Maintenant, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a fait une mesure d'impact sur les jeux. Et c'était auprès d'une population de seniors autonomes. Et on est allé les interroger. Donc l'idée, c'était... on les interrogeait sur leur niveau de bien-être, donc sur des questionnaires scientifiquement reconnus. Ensuite, ils jouaient. On laissait passer à peu près 1 ou 2 semaines. Et derrière, ils rejouaient et on les réinterrogeait. Et on a fait le comparatif entre les 2 questionnaires. Et en fait, on s'est rendu compte, et là, je vais répondre du coup à ta question par cette mesure d'impact, on s'est rendu compte que, en fait, leur sensation, leur sentiment d'appartenir à un groupe avait bondi. Mais genre de 60%. Oui, c'était pas microscopique. Insignifiant, Et c'était loin d'être insignifiant. Et du coup, ça, c'est juste génial.
À travers cette étude, on s'est rendu compte aussi que leur niveau de bien-être avait bondi de 80%. Que c'était encore plus fort chez les personnes seules que les personnes en couple. On s'est rendu compte aussi que les personnes qui utilisaient les cartes repensaient aux cartes. Il y avait plus de 62% qui repensent aux cartes après y avoir joué. Ça, c'est juste génial. Parce que ça, c'est un principe de psychologie positive. Le fait de faire émerger des émotions positives, le fait de l'entraînement de ces émotions positives, c'est ça qui va augmenter la confiance en soi. Et là, je viens rejoindre ton estime de soi, qui est souvent liée à la confiance en soi. Du coup, augmente le niveau de confiance en soi, apporte de la créativité, apporte de la souplesse dans les relations. Donc ça, c'est juste hyper important. Et ça, effectivement, parce que des fois, on a tendance à se dire, est-ce que c'est vraiment fondamental? Mais oui, parce que tout ça est lié finalement directement en fait au bien-être global. Et en fait, cette estime, cette confiance en soi va entraîner en fait aussi une curiosité de la vie, parce que de nouveau, on se sent capable en fait de refaire certaines choses. Donc voilà, donc c'est exactement d'être là, d'exister, et du coup ça, je trouve que c'est véritablement extrêmement important. De manière un peu pratico-pratique, il est composé de combien de cartes Alors, 2 minutes de bonheur ensemble, aujourd'hui c'est 60 cartes et des cartes digitales. On a mis ça en place là depuis quelques mois, donc quand on achète le jeu, on a accès à 4 mois de cartes digitales et ensuite il y a un petit abonnement de 1,99 par mois, je crois, qui donne accès chaque mois à 10 cartes digitales. Alors, l'avantage de ces cartes digitales, c'est qu'elles permettent, c'est moi qui les écris, et en fait, je me colle à l'actualité, à la saisonnalité, et du coup, c'est extrêmement intéressant. On est en automne, on va parler quelles sont les feuilles d'automne que je préfère, on va être à Noël, on va aller parler de ma tradition familiale à Noël, on va être au printemps, mais quelles sont les fleurs des arbres que je préfère ou la première fleur que j'ai envie de voir. Donc on va s'adapter, puis après ça s'adapter à d'autres événements, un événement sportif comme une Coupe du Monde, comme un Jeux Olympiques, on va aller travailler autour de ces questions-là. Donc ça me permet vraiment de me coller à l'actualité et puis à la saisonnalité. Oui, donc, et puis de créer des nouveautés tout le temps, de façon à ce que ceux qui le prennent vraiment en main, qui y jouent tout le temps, n'aient pas toujours la sensation de tourner autour des mêmes sujets. Et puis par rapport à ce que tu dis, ça donne aussi l'impression que n'importe qui va trouver de son centre d'intérêt et de ses propres, de sa personnalité, de son individualité, en fait, dans les questions aussi que tu vas poser à un moment donné, quelque chose qui va être tout de suite parlant, en fait. Exactement. Et puis du coup, ça permet aussi, parce que j'ai plein de fois entendu, zut, j'ai oublié de prendre mon jeu. Alors ça m'énervait en me disant mais c'est quand même trop dommage de louper des petites minutes de bonheur comme ça, de s'empêcher de parler. Et du coup, le fait que ça soit digital, c'est consultable depuis son cellulaire et du coup, c'est juste hyper pratique, quoi. Donc quand on va voir mamie dans sa résidence, on a forcément son jeu en main. Quand on est auxiliaire de vie, on l'a en main. Quand on est bénévole, on les a, etc. On en a partout. Ouais. Bon, Raphaël, là du coup ce jeu, effectivement, on voit qui peut y jouer, mais du coup à qui il s'adresse de manière très ciblée, en fait. À qui tu conseillerais ce type de jeu pour commencer à y jouer? Alors, bien évidemment, il y a le contexte familial, dans lequel on peut jouer grands-parents, petits-enfants, réunions de famille, etc., discussions en famille avec des ados, donc tout ce contexte familial. Après ça, il y a toutes les auxiliaires de vie, tout le pan de l'aide à la personne qui peut l'utiliser. Véritablement, ça remet de l'humanité dans le travail de ces personnes qui font un travail que je trouve juste merveilleux, et ça remet vraiment de l'humanité dans ce qu'ils font, et parce que chacun répond à la question, ça permet de dédramatiser aussi certaines situations. Donc ça, c'est très important. Tous les bénévoles qui sont en lien avec des seniors, il peut y avoir tous les clubs seniors aussi. Dans les résidences, ça sert comme outil d'animation. Dans les résidences également, dans l'endroit des familles. Pareil de nouveau avec tous les intervenants qu'il peut y avoir, ça va mettre du lien. Même les intervenants entre eux jouent dans certaines résidences. Donc ils se prêtent au jeu, en fait. Ils se prêtent exactement au jeu. Donc finalement, l'utilisation, elle est extrêmement variée. Et j'ai envie de parler aussi
de l'utilisation aussi avec des personnes qui sont avec des troubles cognitifs assez sévères, comme des maladies d'Alzheimer, même qui sont en phase assez avancée, où j'ai beaucoup entendu des personnes, des proches qui venaient en disant mais je sais plus quoi raconter. Puis ils sont apathiques en fait. À un moment donné, effectivement, on atteint un stade en fait de la maladie où le lien devient vraiment plus difficile. Très difficile. Et en fait, ces personnes-là posent des questions quand même. Et en posant une question, en fait, elles racontent. Donc pareil, on fait émerger les émotions positives et en faisant émerger les émotions positives, qu'est-ce qui se passe? Ça se sent. Tout ça, c'est des vibrations en fait. Hein. Donc tu veux dire qu'en fait la carte est prise par une personne, le proche en fait de cette personne, qui joue le jeu finalement quelque part un peu seul, et c'est en fait le fait des spectateurs de ça qui fait du bien. Qui fait à la exactement. personne. Et en fait, on me l'a raconté de poser une question, mais ça peut être, je vais en prendre une, par exemple celle-là. En ce moment, un objet qui accompagne ma vie, aller raconter que mon portable, voilà ce que je fais avec, et que ça me fait rire, que c'est intéressant, puis que de temps en temps je suis un peu trop dessus, etc. Et là, tout ça, il va se passer des choses et les sensations positives qui vont en émerger, en fait, quelque part, vont faire aussi du bien à la personne atteinte de ces troubles cognitifs sévères. Je pense que dans ce cadre-là très particulier, on est effectivement face à des personnes qui, comme elles ne sont plus dans la communication, naturellement, on se ferme nous-mêmes en fait à communiquer avec eux, alors que l'esprit est là malgré tout, et puis il y a un besoin quand même de sentir en fait de la vie et un environnement stimulant. Donc même quand on ne peut pas partager par les paroles, j'imagine que de recevoir en fait ce vécu et ces émotions, c'est effectivement quelque chose de très très bénéfique. Oui, absolument, tout à fait. Super, merci à toi pour ce partage et ces expériences et ces anecdotes également qui sont quand même très intéressantes. Oui, tout à fait. Parce que du coup, dans des situations toujours un peu différentes en plus. Exactement, toujours variées. Et puis vraiment, je souhaite à tout le monde qui est en situation d'aidance, en fait, d'avoir ce jeu pour vivre ces moments et ces minutes de bonheur. Et ça, je trouve que c'est juste... c'est ma motivation en fait. Je suis là pour ça, pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse justement profiter de ces 2 minutes de bonheur qu'on a à chaque fois qu'on tire une carte. C'est ça. Et puis après, si je peux me permettre, je pense qu'en termes d'investissement financier, on n'est pas non plus sur quelque chose de très impactant. Donc en fait, ça mérite d'essayer et de vraiment prendre entre guillemets le risque qui n'en sera pas un, mais de se dire tiens, j'ai bien envie de tenter quand même, et puis on verra bien. Et généralement, on se prend au jeu et puis on a envie de poursuivre. Exactement, tout à fait, tout à fait. Merci encore de ton accueil, Sandrine. Merci Raphaël. Merci à vous tous. Oui, merci. À bientôt.